Ok. Ok, l'enregistrement est maintenant lancé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Alors, comme j'avais dit la dernière fois, je disais que la science, tu vas venir aujourd'hui, oui, oui, tu vas se concentrer essentiellement sur le volet du traitement du chiffre d'affaires. chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires, comment on traite la section au niveau de l'audit, quels sont les éléments auxquels il faut faire attention et tout. Et d'une manière générale, comment valider les ventes et l'activité de la société en tant que telle. Alors, il faut savoir que quand on parle de chiffre d'affaires, on peut dire déjà c'est le nerf de la guerre de la société. Bon, c'est vrai que le volet trésorerie est trop important, mais le chiffre d'affaires, si tu ne réalises pas de ventes, l'activité, c'est comme si c'est mort. Que ce soit un prestataire de services ou bien une personne qui fait la vente de marchandises ou produits et tout, si tu produis, tu ne vends pas, ça ne va pas tenir. Maintenant, quand je vends, à un certain stade, je dois savoir qu'est-ce que je comptabilise. Et là, il me faut déjà un système commercial qui permet de gérer mes ventes. Si j'ai un système commercial qui permet de mettre les factures et tout, je dois me rassurer que ce système de vente colle avec la comptabilité. Si peut-être c'est un logiciel comme les SAP, l'information, peut-être on peut faire un paramétrage pour déverser l'information directement sur la comptabilité. C'est comme si le système comptable et le système commercial sont paramétrés ensemble et les interfaces sont liées. Comme ça, les écritures de vente vont se comptabiliser automatiquement. Et même ça, il peut y avoir des risques de déversement d'informations erronées et tout et tout. Alors, si je suis dans l'étape, déjà, si vous voyez, là où je suis dans la feuille N. N, si vous avez bien remarqué, on a fait le macro, la première séance, ou bien on peut dire la deuxième séance qu'on a tenue. Ce macro distribue les comptes par feuille. Et si vous êtes dans ce macro, vous allez trouver que la feuille N correspond au chiffre d'affaires, la classe 7. La classe 7 représente les produits, les ventes. Et donc, si on fait de l'audit et qu'on réalise d'abord ce macro, on extrait la feuille N sur laquelle on va faire la suite des travaux. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai extrait la feuille N et par la suite, vous allez constater que je mets des références N.10. Ça dépend maintenant des les numéros que je vais attribuer, mais l'essentiel est que d'avoir l'explication de ce que je suis en train de faire dans la feuille N. Voilà. Comme je vous avais dit, si on part par exemple sur la feuille N.1, N10.1, pardon, là, on a déjà ce qu'on avait dit la dernière fois, comme quoi, lorsque on est dans une section, que je demande les documents au client, la chose qui me reste à faire, c'est de comparer les documents que je reçois du client avec le solde que j'ai dans la comptabilité. C'est ce que je viens de faire ici. Si vous voyez mon écran. Vous voyez tout ça, mon écran. Oui, oui, oui. Alors, vous allez constater que j'ai fait juste un comparatif, puisque j'ai pris, si vous voyez l'état que j'ai en bas ici, c'est la situation des chiffres d'affaires commercial. Ça veut dire que dans le système de vente, on m'a extrait l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année. Moi, quand je prends ce fichier de vente, je vais faire la somme de tout ce qui est vente. Et quand on parle de vente, les produits, c'est hors taxe. Ça veut dire que la TVA n'est pas appliquée sur les produits, sur la partie du compte de produits de charges. Ou bien on parle de compte de résultat si on est dans la zone OADA pour la comptabilité. Là, vous voyez bien que j'ai les quantités vendues par, comment je dis ça, par produit et j'ai les chiffres qui est réalisé. Si je fais la somme, vous allez trouver que on a une somme plutôt de ventes de 700 et quelques millions. Ces 700 et quelques millions, je vais comparer, je vais aller dans la comptabilité, je prends le total. Ça veut dire que si je suis dans la feuille N, vous allez voir que si je fais le total de tout ce qui est vente récupérée ici, j'ai aussi 700 millions.
C'est 100 millions, et si vous remarquez, c'est en camarades. Quand on parle de camarades, ça veut dire que c'est en milliers. Si je vais prendre exactement, je dois multiplier chaque chiffre par 1000. Et là, Soubaira, vous vous allez pouvez un peu constater que, agrandir votre écran, oui, s'il vous plaît? Vous pouvez oui, un peu agrandir votre écran? l'écran. Oui. Ah, est-ce que peut-être on n'est pas au même niveau? Attends. Oui, oui. Oh, c'est toujours là. Bon, bon, j'ai du mal un peu à lire les écritures, quoi. Ok, attendez, je vais partager l'ensemble, l'écran global et je vais voir si c'est ça le problème. C'est bon. Bon, c'est la même chose, d'accord. C'est On peut aller, sinon c'est c'est la même toujours la chose. même chose. Oui. Ok, je vais arrêter, je repartage pour voir peut-être que c'est à cause de ça. Oh, mais c'est parce que je me suis peut-être mis j'avais voulu mettre vidéo aussi. Peut-être que c'est, attendez, je vais voir si c'est ça. C'est bon. Euh, C'est d'accord, tout, on peut continuer comme ça. On c'est tout, va. c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça, bon, on peut aller, hein? Hmm. Ouais, il faut qu'on cherche une solution. Peut-être que c'est parce que je me suis mis en vidéo aussi. Je vais arrêter peut-être ça pour voir. Toujours la même? Toujours. Ah. Là, peut-être que je vais revenir à l'écran simple. Peut-être qu'avec ça, ça va marcher. Mais c'est pas l'écran global que j'ai partagé. Est-ce que ça, c'est bon? Bon, c'est la même chose, mais on peut C'est aller, la hein, pour même. ne pas. Ah. Toujours la même chose. Alors que moi, j'ai tout partagé ici. Monsieur, Oui? il peut agrandir il peut agrandir sur son écran lui-même. Chez Monsieur Diané, Vous peut-être. pouvez agrandir sur votre écran. Oui, oui, moi j'ai agrandi pour moi-même ici. Vous pouvez suivre. Il suffit de zoomer. D'accord. Peut-être que s'il est en téléphone, c'est à cause de ça. Non, c'est Je ne bon, sais pas, c'est possible j'ai chez pu lui. agrandir, c'est bon. Ok. Vous voyez déjà maintenant l'ensemble de quoi je parle. Oui. Et si vous allez constater, vous allez voir que Oui, oui. les 7 millions 15 000 et tout, c'est les 715 millions plutôt, c'est les chiffres comptables. Là, si je prends les chiffres commerciaux, c'est les fichiers que vous voyez ici, et c'est le total que j'ai mis en haut là. Vous voyez? Donc, si je fais le comparatif des deux, l'écart qui va être généré va être justifié. Mais nous, en audit, on a des scopes. Par exemple, ici, on a un écart de 12 000. On se dit que, bon, 12 000, on a mis un A. Ça veut dire que non significatif. Parce que dans 715 millions, on a 12 000 comme écart. Et on ne se casse pas la tête générale pour le chercher. Mais si la comptabilité est bien tenue, on va savoir l'origine des 12 000, ça vient d'où. Et vous voyez un petit tableau que j'ai mis ici, c'est les 12 000 qui sont justifiés là. Ce sont des avoirs. Vous voyez? C'est la compensation de ces avoirs qui a permis de générer les cas de 12 000. Sinon, entre le système comptable et ce qui est reçu sur la plateforme réelle, il n'y a pas d'écart. Alors, pour ce qui est du C de signification, Monsieur Rachid, je viens de voir votre question. Le C de signification, on le détermine en début de mission avant de commencer. Et là, si vous avez remarqué, si vous avez bien lu la présentation que j'ai envoyée au tout début, vous allez constater qu'on parlait de cela. Ça dépend déjà de l'activité et des choses les plus importantes dans la société qu'on audite. Il y a des sociétés, mais c'est basé généralement sur les jugements professionnels de chaque expert. Il y a des sociétés où, par exemple, on va dire que, par exemple, la partie des capitaux propres est très importante, la partie du chiffre d'affaires est très importante, la partie du résultat net est très important. Et en fonction de ça, il y a des pourcentages qu'on utilise.
Ou bien on peut vous dire, il y a une société où, par exemple, le total de l'actif est très important. À ce moment, je peux dire, voilà, et dans le scope que je vais déterminer, je vais prendre, par exemple, le total de l'actif et je fais 1% du total de l'actif comme c'est des significations. Ou soit je prends le chiffre d'affaires, je fais de 1 à 3% du chiffre d'affaires. C'est le C le plus important et tout. Mais si je prends par exemple le résultat, je vois que le résultat, peut-être chaque année, le résultat varie de façon significative. Supposons que j'ai un résultat de 1 million cette année, l'année prochaine, je retourne à un résultat de 500 000. Donc, si je prends ça comme référence, ça ne va pas vraiment représenter la chose que je souhaite. C'est pour ça que certains se basent généralement sur le total de l'actif. Le total de l'actif, ils savent que chaque année, il va augmenter. Même s'il n'augmente pas, la diminution ne serait pas conséquente. Ou soit on peut prendre le pourcentage de façon combinée. Peut-être on peut prendre 1% ou 2% jusqu'à 5% des capitaux propres. On prend le résultat jusqu'à 10% du résultat net ou bien du résultat avant impôt. On prend par exemple 1% ou bien 0,50% du chiffre d'affaires et on fait la moyenne de tout. C'est le chiffre qu'on va trouver après la moyenne qui représente le C des significations pour nous. Mais généralement, nous, je prends l'exemple de ce que nous faisons sur le terrain actuellement. Parce que quand on veut faire les travaux, on ne définit pas de C des significations. On se dit que quel que soit les chiffres qu'on relève, on va dire au client il y a une erreur. Puisque l'objectif pour nous, c'est de dire au client qu'on est en train de l'apporter de la valeur pour qu'il puisse capter sur l'ensemble des erreurs qui sont matérialisées dans sa comptabilité, il va les corriger. Maintenant, quand on arrive au stade de l'émission des rapports d'audit, les rapports qui vont sortir sur le terrain ou bien qui vont être publiés au jet de tout le monde, là, on peut définir l'INC de signification. On va dire peut-être si on trouve 100 000 comme écart, les 100 000 ne vont pas empêcher ou bien ne vont pas nous amener à faire une réserve dans les rapports. Ça, c'est un C qu'on se définit par jugement professionnel. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ah, ben, moi, j'ai compris rien, ben, là. Oui? Ah, j'ai compris rien. Tu n'as pas compris pour l'instant. Oh là là, j'ai compris rien. Vraiment, j'ai compris rien. Peut-être si je vais chercher des exemples, mais j'ai pas prévu des Si, exemples aujourd'hui. si vous avez un exemple à dire, ce sera mieux. Si j'avais un exemple, attends, je vais voir. J'ai pas défini d'exemple ici. Si je vais les Ouais. chercher dans mes... Comme je dis, déjà, moi, je fais l'audit, ça fait combien d'années déjà? Je ne définis pas de ces des significations pour les travaux. Parce que pour les travaux, je me dis, si je trouve un petit écart, je vais le signaler. Juste parce que, juste pour n'importe qui, juste parce que la préparation, elle vous demande en tout cas, auditer des comptes, alors tu dois savoir le seuil de signification. Mais je ne sais pas comment alors on va calculer ce seuil de signification. Comme je dis, l'essai de signification est défini d'une manière par jugement professionnel de chaque expert. J'ai créé une feuille ici. Est-ce que vous voyez la feuille? Oui, oui, je vois le fil. Oui. Déjà, je vais prendre un exemple, mais ça, c'est un exemple de façon rapide. Mais peut-être que je vais chercher des exemples par la suite pour vous montrer peut-être la séance prochaine. Ok, oui, ça fait l'être. Ok, ok, Mais ok. ici Juste peut-être, si, je vais prendre, si je mets total actif, je prends l'exemple d'une société, je mets total actif, et si c'est le résultat, je mets par exemple ici les capitaux propres. Si je dis par exemple le total de l'actif, c'est combien déjà? 1 million pour la société. Le résultat, je vais mettre 50, bon, 40 000 comme un exemple. Les capitaux propres, je vais mettre par exemple, ça fait déjà 500 000, je vais prendre comme ça. Donc, si j'ai besoin de faire un C de signification, je peux définir le C de signification directement sur les trois montants. Je veux dire, par exemple, le total de l'actif, c'est 1%. Je vais prendre 1% du total de l'actif comme un C pour moi qui, selon mon jugement, permet de valider les comptes. Le résultat, je vais dire par exemple 5%. Et la partie des capitaux propres, je vais dire peut-être 3%. Donc, si je vais calculer le C, je vais appliquer sur chaque chiffre
Peut-être je multiplie par le pourcentage que j'ai défini ici. Mais comment vous avez défini 1%, les 5%, les 3%? Les Ça dépend 5%, ce sont des normes. Les normes sont de des noms. l'audit, au niveau de l'audit, on vous dit, si tu veux, par exemple, définir ton seuil de signification par le Juste, total de juste, l'actif, juste par hasard ou bien quoi? Est-ce que vous avez mis ces chiffres par hasard ou bien quoi? non, c'est pas par hasard, ça c'est défini sous forme de normes, mais même au niveau du résultat, on peut aller jusqu'à 10%. On te dit que si tu veux définir ton seuil, tu dois pas, entre le résultat, par exemple, tu dois pas prendre jusqu'à 10, plus de 10%. Donc alors on a ça, on a donc de savoir les paramètres aussi. C'est ça, c'est ça. Il faut connaître déjà les paramètres. Qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, si je prends le total de l'actif, si je fais Comment plus on va de savoir 1%, les paramètres? c'est comme j'ai dit, c'est défini sous des normes. Mais les normes, les taux que tu vas avoir, ces normes sont des jugements professionnels. Si déjà je suis dans une société, je vais auditer la société pour voir les chiffres les plus petits possibles. Je ne peux pas dire, par exemple, dans l'actif, je vais prendre plus de 1% de l'actif. Ça veut dire que je vais sauter beaucoup de chiffres. Si j'ai un total d'actifs de 100 000 et je prends, par exemple, 5% de 100 000, ça veut dire que je vais sauter peut-être des chiffres qui sont 20 000, 10 000, alors que la taille de la société ne me permet pas de sauter ces chiffres-là. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui, j'ai compris. Si, par exemple, je suis dans une société, par exemple, là, j'ai mis 1 million comme le total de l'actif. Je me dis, si je Oui. saute 10 000 comme chiffre, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Oui. Oui, mais si par exemple, je définis, supposons que je dis, je prends 5% du total de l'actif. C'est comme je dis, c'est par jugement professionnel. Si je prends 5%, qu'est-ce que je fais là? Si je prends 5%, 50 000, ça va être trop significatif par rapport à 1 million. Est-ce que tu me comprends? Je pense comme la règle 3, une fois que le chiffre d'affaires augmente par rapport à l'actif, Oui? c'est comme ça ou bien non. Donc alors, le paramètre va augmenter automatiquement. C'est comme ça ou bien non. Oui, mais moi, je me dis dans mon actif, si je rate ou bien peut-être si je fais une erreur de 1% de mon total de l'actif, c'est pas grave. Mhm. Par contre, si je fais une erreur de jusqu'à 5% de mon actif, c'est trop grave. Donc, c'est sur la base de ces jugements que moi, je définis les seuils que je vais, ou bien les pourcentages que je vais utiliser. Est-ce que tu me comprends? J'ai compris. Ça veut dire que si je trouve que le total actif n'est pas trop, si je prends 1%, je me dis, bon, si je fais une erreur de 10 000, bon, pour moi, ça ne va pas me faire tomber en faillite. 10 000 dans 1 million, c'est pas grand-chose, on peut le dire. Mais si je fais 10% par exemple, et je découvre 100 000, si je fais une erreur de 100 000 dans les 1 million, c'est beaucoup. Parce que vous avez dépassé le chiffre significatif. Non, mais je ne suis même pas encore en train de, je n'ai pas encore calculé ces significations. Je définis les pourcentages qui sont raisonnables pour moi selon mon jugement professionnel. Et ces pourcentages, dans la pratique, on n'a pas une norme qui définit exactement les pourcentages comme tu le vois, mais dans la pratique, il y a des limites qui sont arrêtées. On me dit, dans la pratique, peut-être on te dit, tous les cabinets d'audit pratiques, par exemple, si on te dit, tu veux calculer ton seuil de signification sur la base de l'actif, on va te dire, il faut prendre entre l'intervalle de 0,5% à 1%. Ça veut dire que tu ne dois pas dépasser 1% de ton actif. Si je dépasse 1% de mon actif, ça veut dire que l'erreur que je vais identifier, c'est une erreur qui serait significative, mais moi, je vais passer là-dessus. Oui, Donc l'objectif 1% de... de l'actif. Tu dis? Donc 1% de l'actif. Tu ne dépasses pas 1% de l'actif. C'est ça. Mais comme je te dis, il n'y a pas une norme écrite. Il n'y a pas une norme écrite qui dit voici ce qu'il faut respecter. Mais dans la pratique, on juge selon le jugement professionnel. On se dit si je dépasse et je fais une erreur de plus de 1% de mon actif, pour moi, c'est significatif. C'est pourquoi lorsque je vais définir le pourcentage que je vais calculer, je vais dire bon, je suis en train de faire l'audit d'une société.
Si, par exemple, et si j'ai 1 million, par exemple, défini comme total actif, si je relève une anomalie de 10 000, ces 10 000, je ne peux ne pas me prononcer sur ça. Parce que pour moi, je me dis 10 000 dans 1 million, ce n'est pas grand-chose. Mais si je découvre une erreur, par exemple, qui est de 50 000 ou bien de 100 000, si je prends par exemple de 10% de 1 million, je trouve 100 000. 100 000, c'est beaucoup. Il faut que j'alerte les clients. C'est dans ça qu'on parle de l'essai de signification. Ça veut dire que le montant que je relève, selon mon jugement professionnel, que je trouve que c'est significatif, il faut des corrections. C'est pour ça que je te dis, bon, ça c'est un exemple que je donne, mais d'ici la séance, tu vas suivre prochainement, je vais élaborer un exemple clair sur lequel je vais vous Ok, expliquer exactement comment on fait les calculs avec les pourcentages qui sont utilisés dans les cabinets et ok, en ça fonction du sera mieux. jugement professionnel des experts. Ok, ok, ça sera mieux, Inch'Allah. Ça marche. Ça marche. Et pour ça, c'est juste, j'ai pris juste un exemple pour vous faire comprendre comment c'est défini, mais les pourcentages qui sont définis, c'est par jugement professionnel. Il n'y a pas de, et une norme qui est écrite pour dire, voici, tu as l'obligation de respecter tel pourcentage. Mais, comme vous savez déjà, la pratique tient lieu des lois. Ce qui Et se pratique concernant, sur le terrain finit par devenir une norme. et concernant la reconstitution de chiffre d'affaires aussi, on n'oublie pas. Les, La reconstitution de chiffre d'affaires. la reconstitution du chiffre d'affaires. Oui, Oui, justement, on est dans la section du chiffre d'affaires. Vous allez comprendre de quoi je parle. ok, ok. Et si, par exemple, on est dans la partie où on a fait le macro, on détermine les comptes qui sont concernés par les produits. Ces comptes de produits, si vous regardez bien, j'ai mis N10.1. N10.1, je vais aller au niveau de N10.1 pour voir les tests qui sont déroulés dans le N10.1. Et dans le N10.1, vous avez le chiffre d'affaires comptable qui est ici. Les chiffres d'affaires comptables que vous voyez là, je vais les rapprocher avec les chiffres d'affaires commerciaux. Les chiffres d'affaires commerciaux, c'est les ventes qu'on a tirées du système commercial, du logiciel commercial. Moi, je vais faire les comparatifs des D entre les chiffres d'affaires commerciaux et les chiffres d'affaires comptables. L'écart que je vais générer là, cet écart doit être expliqué. Si ce n'est pas significatif pour moi, je me dis, bon, 12 000 dans 715 millions, ce n'est pas grand-chose. Et même malgré ça, j'ai obtenu l'explication du client parce que ce sont des avoirs. Et c'est la somme cumulée de ces avoirs que vous voyez ici. C'est ça qui a fait que l'écart est généré de 12 000 dans les chiffres d'affaires commerciaux en comparaison avec le chiffre d'affaires comptable. Ça, c'est le premier test. Maintenant, dans le deuxième test, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est le grand livre comptable que j'ai extrait ici. Et les grands livres comptables, j'ai assez d'opérations qui sont dans ces grands livres-là. Et vous voyez bien que les chiffres d'affaires que j'ai ici, j'ai 700 et quelques millions. C'est 700 et quelques, 732 millions. Les 732 millions ne sont pas tous des ventes parce qu'il y a des loyers. Ce sont ces loyers qui ont fait que le chiffre d'affaires comptable est considéré comme supérieur au chiffre d'affaires commercial, mais ce n'est pas le cas. Si on isole tout ce qui est opération non concernée par les factures de vente, vous allez constater qu'on a 715 millions ici. Mais là, on a fait le total des produits. C'est pour ça que le chiffre qui est là, c'est 732 millions. Alors, les tests qui vont suivre au niveau du chiffre d'affaires, c'est quoi? On va d'abord chercher les numéros de factures. Puisque j'ai un chiffre d'affaires commercial, j'ai un chiffre d'affaires comptable. Il y a des numéros de factures qui ont été émis par les clients. Ce qu'il faut savoir, c'est de savoir déjà, est-ce que l'ensemble des ventes ont été réalisées correspond pas à des factures? Est-ce que si ça correspond à des factures, est-ce que ces factures sont émises de façon chronologique? Pourquoi on veut savoir si ces factures sont chronologiques? Parce qu'il peut y avoir des sauts de factures. S'il y a des sauts de factures, lors d'un contrôle fiscal, ils vont dire vous avez caché des ventes. C'est comme par exemple, j'ai un numéro de facture qui commence par 1.
j'ai 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 10. Là, je vais par exemple prendre, je vais savoir est-ce que 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, ça se situe, ou bien par exemple, il y a des factures qui sont sautées au milieu. Par exemple, si je prends 1, 2, 3, arrivé au 4, la facture 4 n'existe pas. Et je pars je trouve le numéro 7. Ça veut dire que la facture 4, 5, 6 ne sont pas émises. Ou bien s'ils sont émises, ça veut dire qu'il y a des ventes, mais les factures ont été cachées. C'est pour ça, lorsqu'il y a un contrôle fiscal, la direction va prendre le fichier des ventes, il va reconstituer les factures et les numéros de factures et tout. Maintenant, il va chercher à comprendre pourquoi il y a des numéros qui n'existent pas. Est-ce que les ventes ont été réellement réalisées ou bien il y a une erreur de facturation ou bien est-ce que les numéros de facture sont renseignés manuellement? Tout ça, ils vont vous poser comme des questions pour savoir. Maintenant, nous, les auditeurs, pour qu'on sache que les ventes ne sont pas dissimulées, on doit passer par ces étapes-là. Et je vais vous montrer un exemple. Je pense qu'ici, il y a les numéros de facture, mais si vous regardez ici, vous allez constater qu'il y en a assez. Parce que les ventes il y a des ventes à l'export, il y a des ventes locaux, et plutôt locales, et il y a d'autres numéros de facture qu'ils ont émis. Ça veut dire que ici, si vous regardez bien, vous allez trouver que les numéros sont par série. Mais cette entreprise, l'exemple de cette entreprise, ou bien les informations de cette entreprise, c'est une clinique, non? Non, ça c'est des opérations d'une autre société. Non, l'activité ou bien les données de quelle société ça? Clinique, non, bien non, non. Non, toutes les données ne sont pas pour la clinique. Et ce ne sont pas pour les cliniques parce que là, vous avez dit l'export. Je pense que les cliniques, comment alors, elles peuvent faire l'export? C'est ça. Pourquoi je fais ça? J'ai pas voulu que je fais, comment je veux dire ça, je suis une ligne directive d'une seule société parce que les informations sont réelles. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais donc l'activité de cette entreprise, ou bien, vous avez homologé des autres informations. L'activité de cette société, c'est une activité à l'import-export aussi. Il y a des ventes à l'export. Donc, il y a des ventes à l'export, oui. Donc, C'est ça. Et donc, les ventes à l'export, généralement, ce n'est pas uniquement les ventes à l'export. Il y a des sociétés qui font, par exemple, ils vendent plusieurs catégories de produits. Chaque catégorie de produits peut concerner une série de numérotations. Ça veut dire que dans les chiffres d'affaires commerciaux que vous allez récupérer, vous allez trouver plusieurs numéros de facture. D'autres vont commencer par F000, d'autres vont commencer par L000, d'autres vont commencer par T selon la catégorie du produit. Maintenant, si moi je suis dans les chiffres d'affaires, je vais faire la somme totale, je fais la comparaison avec la comptabilité. Par contre, lorsque j'arrive, je vais essayer de voir les numéros de facture, comment ils sont, je suis obligé de les dispatcher. Je suis obligé de les séparer afin de vérifier est-ce que chaque série de numérotation respecte les normes. Oui, c'est le cas que j'ai fait ici. Vous allez constater qu'ici, j'ai la série 1. La série 1, c'est une facture qui a commencé par L020 et le suivant. Vous allez constater que l'autre série, c'est V20 et le suivant. L'autre série, c'est R0 et le suivant. Il y a d'autres qui sont allés jusqu'à V0. Vous voyez? Maintenant, si je vais identifier quels sont les éléments que je dois savoir. Je dois savoir d'abord est-ce que les numéros par série qu'ils émettent, est-ce que ça suit les normes? Si j'ai par exemple une numérotation de 1, est-ce que le numéro qui suit c'est 2? Est-ce que le numéro qui suit c'est 3? Est-ce que le numéro qui suit c'est 4? Ainsi de suite. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je suis censé alerter les clients pour dire, voilà, vous faites des ventes, vous émettez les factures, mais vous ne respectez pas le numéro de facturation. Ça veut dire, en cas de contrôle, on va vous dire, par exemple, vous avez dissimulé des ventes. Et même moi, je suis l'auditeur, je suis obligé de relever cette anomalie dans mon rapport. Et comme vous le constatez, vous allez voir que l'ensemble de ce qu'on est en train de faire ici, rien n'a été respecté du tout. Parce que vous voyez la série de numéros qu'on parle de V.
V, par exemple, j'ai V08, j'ai V09, j'ai V010 et on saute à V0, V et 400, plutôt 104. Est-ce que vous voyez? Mhm. Mais je vois V11 en bas aussi. Oui, justement, mais si par exemple, vous regardez la manière dont ils émettent les factures, vous savez bien que rien n'a été respecté du tout. On respecte la chronologie des C'est pas séries. chronologique, vous voyez. À ce moment, si on veut relever des points, vous allez constater que ici, je pense que c'est dans la feuille 10.2. Voici les anomalies de factures qui sont relevées ici. On a de V12 à V18, V22 à 29. L'ensemble de tout ce qui est ici, les factures n'existent pas. Si je prends V12 jusqu'à V18, au milieu, les factures, les numéros de factures n'existent pas. Est-ce que vous m'avez Oui. compris? Oui. Si par exemple, je prends V22 jusqu'à V29, au milieu, les numéros de facture n'existent pas. Et donc, s'il y a un contrôle, ils vont dire, voilà, et par exemple, vous avez dissimulé les ventes des factures de V13, V14, V15, V16 jusqu'à V17. Vous convenez avec moi? Oui. Ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est la société dans laquelle il y a des problèmes. Maintenant, si je prends l'exemple, il y a une autre fiche de chiffre d'affaires que je vais ouvrir ici. Je ne sais pas si vous voyez mon écran avec ça. Vous voyez l'écran? Oui. On Mais voit c'est le l'écran. même écran, hein? Le même écran. C'est le même écran, C'est le sauf même des écran. numéros C'est de le même écran. facture. C'est parce que l'ensemble de l'écran n'est pas partagé. Je vais repartir au niveau du partage. Vous voyez l'écran? Oui, là, c'est venu. Voilà, vous allez constater que ici aussi, ce sont des numéros de facture. Vous voyez? Mais pour faire les tests, on fait l'extraction c'est pour vous montrer comment les tests se déroulent exactement. Ici, par exemple, pour faire les tests, on fait l'extraction des numéros de facture, on les retraite et par la suite, on fait les tests. On fait les tests de saut de séquence. Je vais voir ici, si j'ai le chiffre d'affaires global, je vais vous montrer comment on fait l'extraction du chiffre d'affaires, les numéros. Alors, ici, par exemple, on a les factures de vente ici. On a les numéros de documents là. Numéro de document, ça peut correspondre au numéro de facture aussi. Ici, par exemple, on a facture FV 16 0025, ainsi de suite. Là, si je vais par exemple extraire ces numéros, je peux les extraire à travers une formule que je vais appliquer. Ou soit ici, vous allez constater qu'on a mis directement ici numéro du document. Numéro du document, et quand vous regardez le libellé, c'est pas le même numéro. Vous voyez? Là, je vais chercher à extraire les numéros que j'ai ici. Pour les extraire, comment je vais faire? Je vais, par exemple, insérer une colonne. Et dans cette colonne, je vais mettre combien de chiffres je vais extraire ici. Les chiffres que je vais extraire ici à gauche, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais extraire les 7 derniers chiffres. Les 7 derniers chiffres, je vais mettre est égal droite. Droite. La formule. La formule, je vais mettre point virgule 7. 7. Vous avez vu comment j'ai fait pour les extraire? Est-ce que tout le monde a compris? Reprenez ça un peu, M. Baya, s'il vous plaît. Ici, puisque j'ai le libellé où on a mis facture FV16 0025 et quelques.
Moi, je vais extraire les chiffres à droite, les 7 chiffres à droite. Les 7 chiffres à droite que je vais sélectionner, je vais extraire, je vais faire une colonne et je vais mettre une formule. Je vais mettre égal droite. Égal droite, je sélectionne la colonne, je fais point virgule, je mets 7. Ok. Vous voyez que je viens de les extraire. Si je les extrais ainsi, ces chiffres, je peux les mettre dans les tests que je vais dérouler pour vous montrer comment on fait et le traitement des sauts de numéros. Mais ici, on a considéré les numéros du document et c'est la même procédure. Si vous regardez là, ici, vous allez constater qu'on a extrait les 7 chiffres, les 7 chiffres à droite. Et là, c'est le numéro du document qu'on a utilisé. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Si vous prenez cette colonne, vous prenez la colonne, vous pouvez la coller à quelque part ici et tout. Et on essaie maintenant de dispatcher les éléments puisqu'il y a des factures d'avoir dedans. Donc là, je vais juste dispatcher les factures d'avoir avec les factures de droit. Tout ce qui est V, tout ce que vous voyez ici qui sont marqués comme V, ce sont des factures d'avoir. Donc, je vais prendre uniquement ce qui est V, VE. Je vais les copier, coller à quelque part aussi. Tu vas me servir dans la partie des factures d'avoir. Et là, ici, je vais les mettre de façon chronologique. Je vais les trier, par exemple, de A à Z. Vous avez vu? Est-ce que vous suivez? Oui. Oui, Ensuite, effectivement. ensuite, les restes, bon, ça, comme je viens de les extraire, je peux les supprimer et garder uniquement que les factures que j'ai besoin, qui sont des factures de droit. Vous voyez ça aussi? Oui. Ça aussi, je peux les trier de A à Z. Est-ce que vous avez vu? Oui. Maintenant, ce que je cherche, c'est de savoir est-ce que tous ces numéros sont des numéros alignés. Là, j'ai le format que je vais utiliser ici. Je vais coller ça ici. Je le colle là. Peut-être je supprime les 1 que j'ai ici. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ou soit, si vous voulez, on commence par 1 et là, on supprime les 1. Et par la suite, vous allez voir comment je vais dérouler la formule pour prendre tout. Ah, le PC bug un peu. Les données sont volumineuses. Attendez un peu, ça va répondre. Voilà, ici, par exemple, je vais supprimer ça. Et on recalcule à notre manière. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ce que je viens de copier-coller. Je vais me rassurer que est-ce que les numéros se suivent. Soit je vais faire un retraitement des numéros pour les extraits, soit si je suis dans un format où on peut faire la formule directement, je peux faire la formule directement avec ces numéros. Sinon, je pourrais extraire aussi les chiffres, les derniers chiffres qui est à droite. Ça allait devenir 2, 3, 4, 5, vous voyez? Mais ici, vu que tout est en chiffres, on peut toujours faire une formule avec ces chiffres-là. Et ce qui m'intéresse là, moi, je prends la colonne 25, plutôt la ligne 25, je vais faire moins la ligne 24. Moins la ligne 24. Et là, j'ai 1. Est-ce que vous voyez, vous comprenez la logique? Ça veut dire que entre le premier numéro et le deuxième numéro, j'ai uniquement 1. Ça veut dire que si j'ai trouvé 2, ça veut dire qu'il y a un numéro au milieu qui est sauté. Mais comme j'ai 1, ça veut dire que c'est après le premier numéro, c'est le suivant. Ça veut dire que j'ai 0 et 389, 002, 0 389, 003.
À ce moment, au milieu de ces deux numéros, il n'y a rien qui est sauté. Ensuite, je vais incrémenter maintenant la formule pour voir. Vous voyez que j'ai que des 1. Là où j'ai des 0, ça veut dire que c'est le même numéro de facture. Est-ce que vous voyez ce que j'ai sélectionné? Oui. Vous allez constater que j'ai 0,389, 0,16. Et là aussi, c'est le même numéro. Ça veut dire que c'est une facture qui a des éléments. Donc ça déclenche qu'il y a deux factures en double. C'est soit facture en double, soit c'est la même facture qui concerne des prestations. Les prestations. Parce que l'ensemble, comment on fait la saisie comptable? Normalement, on peut avoir dans la même facture plusieurs catégories d'opérations. Et lors de la saisie, on peut saisir chaque catégorie dans un compte. Est-ce que vous avez compris? Oui. Supposons que j'ai, par exemple, dans une facture, achat de marchandises et dans la même facture, achat de mobilisation. Je ne vais pas les saisir dans le même journal. Ou soit si j'ai dans la même facture, achat de marchandises et achat de produits finis. Mais je pense que c'est dans le même journal, juste au niveau, il existe une différence au niveau du compte. Non. Il y a des différences au niveau du compte, mais le journal peut différer. Si par exemple, j'ai un journal immobilisation, je ne vais pas saisir les achats d'immobilisation dans le journal de vente, plutôt dans le journal des achats ordinaires. Ici c'est le même parce que si par exemple, la catégorie de produits n'est pas la même, supposons que j'ai dans la même facture et vente de marchandises et vente de produits finis à la fois. Ça veut dire Mais que comment. dans les comptes comptables que je vais saisir dans un compte et vente de marchandises et dans un compte vente de produits finis. Ça veut dire que le numéro de facture risque d'être double. Normalement, on l'a saisi justement dans ce journal, sur le journal, mais avec, c'est ça ce que je sais, on l'a saisi sur le journal avec des comptes différents. Oui, c'est ça. Si c'est dans la partie des ventes, si dans la partie des ventes, tu peux saisir dans le journal vente avec des numéros de comptes différents. Différents, oui. Mais je parle de lorsqu'on est dans la partie des achats, on peut ne pas avoir les mêmes journaux. Ah, même pour les achats. Non, pas forcément. Les achats, tu sais, il y a des logiciels où on a le code journal achat et le code journal immobilisation. Ça veut dire que la facture qu'on va me mettre, on aura la facture qui va être saisie dans le journal des achats et la même facture va apparaître dans le journal des immobilisations. Mais, à titre d'exemple, il y a un facteur qui contient les Oui, achats et les immobilisations. oui. Alors, on va séparer ou bien on en fait quoi? Normalement, alors, on l'a saisi à titre d'exemple, sur le journal d'achat. Non, 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 on ne va pas le faire ainsi. On va disperser les journaux. Ça dépend. C'est comme je dis, pour avoir une bonne traçabilité des opérations, il faut dispatcher les journaux. Ça veut dire que si le logiciel qu'on a, ça nous permet de faire cette séparation où on a des journaux dédiés, chaque opération doit correspondre à son journal. Et donc, vous avez séparé le facteur en double. C'est ça, mais ici, vu qu'on est dans les ventes, vu qu'on est dans les ventes, ça veut dire qu'ils ont été saisis dans le même journal. Et ici, on a le numéro de 16 qui est doublé. Vous voyez? Le numéro 16 ici a été doublé. Et même le numéro 21, c'est la même chose, ainsi de suite. Mais certains systèmes, alors, une fois que vous avez doublé le numéro, alors, Oui? il ne, il ne donnait pas la main pour saisir un double. Ça veut Non. dire que ici, pour peut-être faire le retraitement, vous pouvez déjà faire le retraitement par un TCD. Par exemple, si je prends les numéros que j'ai ici, je sais que la facture va être saisie plusieurs fois s'il concerne plusieurs éléments. Au niveau d'ici, là où j'ai extrait les numéros, vous voyez là où je suis, je peux faire insertion, je récupère les numéros que j'ai ici qui vont me permettre d'avoir uniquement, uniquement qu'un seul numéro par catégorie. Est-ce que vous avez vu? À ce moment, si je copie ici, vous allez constater qu'il n'y a plus le doublon.
les numéros de facture sont identiques, donc il va écarter les numéros qui sont doublés. Si je le colle ici, vous allez constater que ce n'est plus le cas qu'on avait avant. Est-ce que vous voyez? Ça, par exemple, ça n'a pas suivi. Je vais supprimer, on recommence à couper-coller. Je suis dans la feuille. Dans la feuille 3. Dans la feuille 3, je vais copier les numéros que j'ai ici. Je colle dans les tests qu'on est en train de faire. L'objectif ici, c'est de vous montrer les tests, comment on peut faire pour ne pas trouver, pour trouver exactement les sauts. Et si je trouve des sauts de numérotation, je dois poser des questions au client pour savoir comment les sauts ont été possibles. Est-ce qu'il n'y a pas un logiciel de gestion comptable ou bien plutôt un logiciel de gestion commerciale? Vous voyez que ici, je n'ai plus les zéros parce que vu que j'ai fait le TCD, il a pris chaque numéro. Vous avez vu? Est-ce que vous convenez avec moi? Il y a plus les zéros ici. Ça veut dire que la particularité dans les saisies des écritures, comment ils font? Parce qu'ils redoublent le même numéro de saisie pour la catégorie de chaque produit. Et ça, c'est ce qui est ici. Supposons que je prends le numéro qui était 16. Vous voyez que le numéro 16 a pris des factures ici. Et ici, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de numérotation. Aussi, si on souhaite, on peut extraire directement le numéro de facture sans passer par le numéro de document. Comme ce que j'ai montré lorsqu'on était en train d'extraire la droite. C'était où déjà on était dans... Oui, je pense ici. Si on veut, on peut passer par directement le numéro de facture ici sans prendre le numéro de document. À ce moment, on fait le retraitement qui s'impose pour identifier les numéros de facture qui sont concernés. Est-ce que vous me suivez? Oui. Tout ce qui est 5, ici, il faut savoir que ça concerne les factures d'avoir, puisque dans le retraitement, on a extrait sans pour autant extraire les débuts de la facture. Ou soit, on peut faire simple. Extraire l'ensemble du numéro de la facture et faire des retraitements par la suite. Ça veut dire que si je vais extraire combien d'opérations ici? Je vais extraire, ici, on avait 7. Si on met les tirets, ça va faire 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je peux mettre par exemple les 14 au lieu de 7. Si je mets droite 14, il va m'extraire jusqu'au FV. Est-ce que vous avez vu? Mhm. À ce moment, je vais récupérer les éléments que j'ai ici et je vais les retraiter. Comme ça, pour ne pas faire d'erreur. Puisque quand j'avais pris 7, au niveau des factures d'avoir, je ne pouvais pas faire la distinction entre ce qui est avoir et ce qui est droit. Donc, je peux repousser les chiffres les plus loin pour arriver à capter tout. Maintenant, si je capte tout, j'ai la possibilité de les distinguer à partir d'ici. Si je prends les FV, ça me montre que ce sont des factures de droit. C'est les FV ici. Tout ce qui est ici, ce sont des factures de droit. Et je peux coller les FV à quelque part pour les retraiter, pour avoir les numéros de factures que je souhaite. Et là, je peux les faire filtrer. Si je filtre aussi, je vais, par exemple, mettre faire A à Z. Vous avez vu? Voilà, si je suis, par exemple, dans cette étape,
je vais repartir dans les tests qu'on est en train de faire. Vous allez voir de quoi je parle. En ce moment, je ne considère pas le numéro document, mais je considère le numéro facture. Là, je vais coller le numéro facture ici. Et vous allez constater ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais les extraire. Je vais extraire chaque numéro facture ici. Pour les extraire, comment je vais faire? Je vais mettre ici, par exemple, droite. Ah, d'accord. Je mets droite. Je mets droite, je mets égal, je vais les trois derniers chiffres, je mets 3. Est-ce que vous me comprenez? Très bon. Vous comprenez? Oui, M. Bayala, oui. Et je mets là, je vais juste extraire les 3 derniers chiffres. Parce que si je vais faire une formule avec tout ce que j'ai mis ici, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Si je vais faire une formule avec tout ça, là, ça ne va pas marcher. C'est pour ça il me faut extraire les éléments qui correspondent à des chiffres. Et même ici, il y a des doublons. Si vous voyez qu'il y a des zéros ici, le numéro se répète. C'est pour vous dire que les numéros ont été saisis par catégorie de produits. Et quand on parle de catégorie de produits, vous allez constater qu'on a, à un moment donné, on se retrouve avec les mêmes numéros de facture plusieurs fois. C'est toujours la même chose. Le TCD que j'ai fait, c'est ici. Oui, je copie. Je colle dans la partie numéro de facture. Ensuite, la formule va me permettre d'extraire que uniquement les chiffres qui vont me permettre de faire les calculs. Et là, maintenant, je fais les calculs avec un D jusqu'à, vous voyez bien qu'ici, si je suis dans cette colonne, je vais choisir tout ce qui est 2, 3, 4. Parce que ce qui est 1, les 1 sont des opérations qui sont normales. Par contre, 2, si je prends les 2, 3, 4, au milieu de ces chiffres, il y a des sauts. Si vous convenez avec moi, vous allez trouver que si je suis sur la partie, la ligne que j'ai sélectionnée, vous voyez la ligne? Oui. Ça, c'est 44,1. Au début, j'ai les 44,39 et plutôt les 439. Alors que la ligne qui suit, j'ai 441. Ça veut dire qu'au milieu des D, il y a le numéro 40 qui n'existe pas. Est-ce que vous avez vu? Oui. Vu qu'il n'y a pas le numéro 40, les chiffres qui vont suivre, je suis obligé d'avoir D ici. Sinon, si ça se suivait, si les deux numéros se suivaient, je vais trouver 1, 1, 1, 1 jusqu'à la fin. Mais là, je viens de voir que le numéro 40 n'existe pas. Les FV16 0025 440 n'existent pas. Si c'est de 439, je suis passé directement à 441. C'est en ce moment que vous allez identifier quels sont les numéros qu'on a sautés. Ici aussi, c'est la même chose. Parce que je suis de 451, je suis venu directement à 453. Ça veut dire que les 452 n'existent pas. Et ça, si jamais il y a un contrôle, ils vont considérer qu'il y a des ventes qu'on a dissimulées. Même ici, vous allez constater que des 464, je suis venu directement à 467. Ça veut dire que les 465, les 466 n'ont pas été produits. Et c'est la même chose que tout ce que vous allez voir est différent de 1. Vous voyez qu'ici, de 515, je suis venu à 518. Ça veut dire que 516, 517 n'existent pas. Et l'ensemble des factures qui n'existent pas, moi, je vais les identifier et je vais passer chez les clients, poser des questions. Pourquoi ces factures ne sont pas émises? Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers après ou bien lors des ventes et tout? C'est à lui de nous expliquer pourquoi ces opérations ont été sautées.
Est-ce que vous avez compris? Oui. Tout le monde a compris? Monsieur Rachid et Monsieur Soulama. J'ai Oui, compris. moi j'ai compris. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Vous Il n'y avez a tout pas de compris? souci. Oui, OK. Ça, c'était pour vous montrer comment on traite les sauts de séquence. Maintenant, dans ces sauts de séquence, on peut passer par les numéros de facture pour calculer ou bien recouper les chiffres d'affaires et reprendre les chiffres d'affaires par numéro de facture. Ça c'est un test qu'il faut dérouler. Par exemple, si j'ai besoin de savoir si j'ai un écart exactement au niveau des chiffres d'affaires, je vais savoir c'est quelle facture qui est à l'origine de cet écart. Il se peut qu'il y a des factures qui sont saisies en comptabilité et qu'au niveau commercial, il n'existe pas. Et moi, je vais faire par exemple le test, je récupère les chiffres d'affaires par facture et je vais faire un TCD pour comparer les factures comptables et les factures commerciales. Je sais pas, je vais ouvrir un autre fichier là, je ne sais pas si je l'avais ici pour vous montrer de quoi je parle. Comme ça, pour on reste sur le même niveau de compréhension. Je vais juste aller là pour voir si je l'ai déjà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Je cherche juste un élément ici sur lequel je peux vous montrer de quoi il s'agit. Sinon, tout ce que je parle, vous pouvez ne pas comprendre aussi. Attendez que le fichier s'ouvre. Vous arrivez à trouver le fichier qui est en cours d'ouverture? oui, oui. Il arrive, il s'est un peu volumineux. Je vais vous montrer juste les tests auxquels je suis en train de faire référence. Par exemple, lorsqu'on est dans la mission, on peut se donner le temps de checker pour voir l'origine de l'écart. Et ça, c'est lorsqu'il y a un écart entre les chiffres d'affaires commerciaux et les chiffres d'affaires comptables. Sinon, s'il n'y a pas d'écart, on ne peut pas faire tous ces tests-là. Si je trouve que, par exemple, je compare les chiffres d'affaires comptables et les chiffres d'affaires commerciaux, il n'y a pas d'écart, je ne vois pas comment je vais aller récupérer les chiffres d'affaires par facture. Mais si je suis dans une situation où il y a des écarts, je veux savoir quelle facture qui est à l'origine de cet écart. C'est à ce moment que je vais faire les tests de comparaison des factures pour savoir d'où vient l'origine de l'écart, c'est où. C'est quelle est la facture qui est concernée. Est-ce que c'est une facture qui est comptabilisée et qui n'existe pas dans le commercial? Ou bien c'est une facture qui existe dans le fichier commercial et qui n'existe pas dans la partie comptable? À ce moment, je vais faire un TCD, je récupère les chiffres d'affaires par facture au niveau comptable, je fais les chiffres d'affaires par facture au niveau commercial et je compare les deux pour voir quelle est la facture qui a généré l'écart. Là, comme vous voyez, j'ai des fichiers trop volumineux, l'ouverture n'est pas évidente. En espérant qu'il va s'ouvrir.
Je pense que tu dois fermer le premier. Si je le ferme, je vais l'ouvrir lui aussi, il va avoir le Mais même là, tu souci. peux faire, je pense que tu peux fermer le premier. En cas, donc Même si je le ferme, si je le ferme, je vais avoir les mêmes histoires pour l'ouvrir lui aussi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bien. Alors, il s'est ouvert ici. Je vais aller dans ce que je suis en train de montrer. Et si c'est les mêmes tests qu'on a déroulés, les tests qu'on vient de voir, c'est exactement le même test qui a été déroulé aussi pour identifier quels sont les numéros qui ont été sautés. Et les numéros qui sont sautés, on fait récapitulatif de tous les numéros qui sont sautés, on les met ici pour poser des questions aux clients. Vous avez vu? Maintenant, si je suis par exemple dans la partie du chiffre d'affaires commercial et chiffre d'affaires comptable, je cherche à savoir quel est l'écart par numéro. Je vais récupérer les numéros du chiffre d'affaires et ça, c'est les chiffres qui est indexé à chaque numéro de facture. Par exemple, on va dire le numéro 0001/23, la facture, le montant de la facture fait 14 900. Ça, c'est le volet commercial. Maintenant, dans le volet comptable aussi, je vais faire la même chose. Je vais extraire, je vais dire par exemple, le numéro 0001/23, le montant c'est 14 950. Maintenant, de tous ces numéros, je vais faire une combinaison. Ça veut dire que je vais faire un test de telle sorte que je vais faire le comparatif pour savoir quel est le numéro qui a généré l'écart. Je ne sais pas si je l'avais fait ici ou bien vu que j'ai l'habitude de le faire, je ne l'ai pas fait dans cette partie. Oui, c'est le test qui est fait ici. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oui, Par exemple, j'ai Oui, les oui, numéros de oui. facture. Ces numéros de facture sont les mêmes que dans la comptabilité et aussi dans le système commercial. Moi, je vais savoir, puisque j'avais un écart lorsque j'ai fait le comparatif entre les chiffres d'affaires commercial et les chiffres d'affaires comptables, j'avais un écart. Cet écart, je vais savoir quelle est la facture qui a généré l'écart. À ce moment, je vais récupérer le numéro de facture en commercial, je récupère aussi le numéro de facture en comptable avec les montants et je vais faire la comparaison des deux montants. Ça veut dire que si je prends la première facture, on a le même montant que dans la comptabilité. La deuxième facture aussi, c'est pareil. La troisième facture aussi, c'est pareil. Ça veut dire que ici, moi, je cherche l'origine de l'écart, c'est où? Et je vais sélectionner tout ce qui est écart ici. Si je sélectionne tout ce qui est l'écart, vous allez constater que ici, dans la comparaison, j'ai vide. Et le vide, il y a un écart de 454 000. Ça veut oui, dire que dans la comptabilisation, ça ne correspond à aucune facture. C'est comme une opération OD. Et une opération OD en comptabilité, ça veut dire qu'il n'existe pas en commercial. Est-ce que vous avez compris? Tout ce qui est OD où il n'y a pas de numéro de facture, ils ne figurent pas dans les chiffres d'affaires commercial, puisque tout ce qui est commercial sont matérialisés par des factures. Maintenant, si par exemple, c'est pas une facture, si c'est une opération peut-être accessoire, on peut ne pas la mettre dans le chiffre d'affaires commercial, mais la comptabiliser. Il va faire partie des ventes. Ça veut dire que le total des deux, il y aura un écart, puisqu'on ne va pas le trouver dans les ventes. Et quand tu vas trouver un écart de ce genre, tu vas demander l'explication au client. Vous avez vu? Par exemple, la facture qu'on a Non, 12 non, 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 je pense que il doit afficher. 463/23, les montants ne sont pas les mêmes. Au niveau commercial, j'ai 5 220 et au niveau comptable, j'ai 1740. Donc, je vais savoir pourquoi. Et je vais poser la question au client pourquoi cette facture, les montants ne sont pas les mêmes. Soit il va dire, par exemple, voilà, dans la partie commerciale, on avait émis la facture, mais entre-temps, on a émis un avoir qui correspond à la même facture. Et dans la comptabilité, on a déduit directement l'avoir du montant, ainsi de suite. C'est à lui de vous expliquer. Est-ce que vous avez compris? oui. Tout le monde a compris?
Oui, oui, c'est sans Oui, souci. c'est bon. Ok, si c'est compris, je vais fermer cette partie et on repart là où on était. Comme j'ai dit, ça c'était juste pour vous montrer un exemple de là où si on a des écarts, on peut s'amuser à récupérer les chiffres d'affaires par facture. Et on revoit par la suite quelle est la facture qui a généré l'écart. Alors, une fois au niveau du chiffre d'affaires, les tests qu'on déroule généralement, c'est on vient de voir d'abord les tests de rapprochement du chiffre d'affaires comptable avec le chiffre d'affaires commercial. S'il n'y a pas d'écart, ça veut dire que c'est bon. On passe par le saut de séquence numérique des factures pour voir est-ce que les numéros de factures sont correctement émis. Si c'est OK, on valide. Si c'est pas OK, il y a des interrogations à se demander ou bien des questions à se poser. C'est le client qui doit nous répondre. Et par la suite on doit faire attention aussi s'il y a des factures qui ne sont pas encore émises. En comptabilité, on les appelle les FAE. C'est comme par exemple, ça s'appelle les factures à établir. Je fais des ventes, je fais les livraisons. On est en fin d'année, je n'ai pas encore établi de facture. Les ventes ont pris naissance au cours de l'année. Je dois les saisir comme étant des ventes de la période. Maintenant, si je les saisis, je dois avoir un suivi de ces ventes pour faire les factures après la clôture. Si je n'ai pas un bon suivi de ces ventes, il se peut que lors de l'émission des factures, je ne sais pas quelles sont les ventes qui sont concernées. Et ça va être un peu problématique et tout. Il y a certaines sociétés qui font ça et à un moment donné, ils ne savent plus comment émettre les factures. Ça va demeurer dans les comptes factures établis et tout. Et ça peut susciter des interrogations des auditeurs. Lorsque tu es auditeur, tu arrives, tu trouves ça, par exemple, on te dit facture à établir de cette année. L'année prochaine, les factures ne sont pas établies. L'année, tu vas suivre, les factures ne sont pas établies. En tant qu'auditeur, ça va t'alerter comme quoi ce sont des ventes fictives. Si par exemple, le client a objectif d'augmenter son résultat, il peut émettre et comptabiliser des produits fictifs pour augmenter le chiffre d'affaires. Ces produits, pour les comptabiliser, il va dire, voilà, les factures ne sont pas encore émises et il va comptabiliser ça dans la partie facture établie. Et le compte va demeurer dans facture établie pendant plusieurs années. On ne va jamais les établir parce que ça ne correspond à aucun client. Bah là, excusez, j'ai une question à ce niveau. Oui? Dans la pratique, qu'est-ce qui peut motiver une entreprise, par exemple, à livrer des marchandises sans établir de facture? Ce n'est pas une question de pousser, mais si déjà on est en fin de... C'est comme ça joue le même rôle comme les factures, comment je vais dire ça, les factures non parvenues. Tu vois, par exemple, si vous êtes dans la période de clôture, vous êtes dans la période de clôture, on vous dit les produits, les charges doivent être rattachés à l'air exercice. Moi, je livre des produits. Généralement, les sociétés, ils n'envoient pas la facture le même jour. Si je n'envoie pas la Ok. facture le même jour, alors que je suis dans une période de clôture, ça devient une opération à régulariser en fin d'année. Alors que la facture doit être émise, par exemple, je suis en 2025, au 31/12/2025. Je suis en train de clôturer ma comptabilité. Les ventes que j'ai livrées, je n'ai pas encore facturé. Puisqu'on parle de facturation parce que le système de facturation, ça prend du temps. Il se peut que déjà, il faut des autorisations, il faut valider les factures par des étapes. Non, non, il a été livré au cours de l'exercice, mais Oui, le justement. client, ou bien à titre d'exemple, comme la société des travaux, les travaux pas en cours. On a constaté au 31/12, on a constaté comme les travaux en cours, Oui, jusqu'à la réalisation des travaux, alors on va facturer. Comme oui, ça. justement. Les factures, ça aussi, ça fait partie. Déjà, si je suis en train de réaliser des opérations, je vais faire une livraison partielle et moi, je vais Partiel, émettre la facture sur la livraison globale. global, effectivement. Ça veut dire que les prestations que j'ai réalisées au cours de l'année correspondent à des produits de l'exercice. Comme ça, comme il Donc, a été livré au cours de l'exercice, c'est comme ça. le S'il a été livré 31/12. au cours de l'exercice
et tout ce qui est livré correspond à un produit. C'est le fait générateur des ventes. Lorsque je livre, c'est un produit. Mais si je n'ai pas encore Parce que livré, je n'ai pas le droit de les constater comme étant des provisions. parce que récemment, alors, un vérificateur, alors, il est basé sur, Sur la concernant livraison. la société, non, concernant la société que j'ai loué travailler, le vérificateur, il est basé sur les ventes du premier trimestre de l'année suivante. Alors, il fait une diagnostic précise pour toutes les BIL. Oui. Est-ce qu'il existe des BIL concernant l'année précédente ou bien non? Oui, S'il existe, justement, ça en tant alors, qu'auditeur, il faut faire attention parce qu'il peut y alors il avoir faut des ventes s'actionner. fictives là-dessus. Par exemple, une société, tu as comme objectif résultat, comme je l'avais dit tantôt. Déjà, on se dit, si on fait des bons résultats, on aura des primes. Par exemple, le directeur va dire, voilà, si moi je suis dans la société, si je dis que j'ai une performance exceptionnelle et que j'ai réalisé des milliards de chiffres de ventes et des milliards ou bien 1 milliard ou 2 milliards de résultats, on va me payer une commission sur ce résultat-là. Donc, pour ce directeur, il va tenter de dire, voilà, je vais mettre des factures qui vont compléter les chiffres d'affaires, qui va permettre de calculer un résultat intéressant. Et s'il a fait, il a fait la constitution de chiffre d'affaires à partir de l'achat. C'est parce que vous avez compris ça ou bien non. Et comme quoi? Comme, alors, à titre d'exemple, comme et prendre à titre d'exemple un article, comme Oui, la variation de stock, il prendre un article, oui, alors il va voir stock initial, la totale d'achat au cours oui, de cet exercice. Il vérifie le stock final, oui. il vérifie le vente. S'il existe, alors il a trouvé un décalage. Je ne sais pas ce que vous avez compris bien ou bien non. Oui, À titre d'exemple, comme la variation de stock. oui, justement, mais on est dans la logique, je pense que toi, tu es en train de parler dans la logique fiscale. Nous sommes dans la logique de l'audit. Si vous Comment je fais voulez, pour relever les anomalies? si c'est ce qu'il a fait pour détecter une anomalie au niveau du chiffre d'affaires, alors il a fait une reconstitution, alors il m'a dit que là, vous avez un écart très important au niveau du chiffre d'affaires. Oui, justement, ça c'est le volet fiscal. Là, s'il y a un contrôle Oui, oui, fiscal et aussi ils ont oui, les oui. procédures. Mais lorsqu'on est dans l'audit, nous, on doit savoir est-ce que l'ensemble des ventes correspond réellement à des ventes de l'exercice ou pas. En ce moment, s'il y a des ventes qui ne sont pas livrées, ils vont les comptabiliser dans le compte de factures établies. Et M. Diané posait la question pourquoi une société va. Pour quel intérêt la société A n'est pas établi les factures? C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, la société peut ne pas établir les factures parce que la livraison vient juste d'être effectuée. Alors qu'on est en fin d'année, on vous dit et chaque exercice doit être clôturé au 31 décembre. Ça veut dire que si je livre des opérations, par exemple le 29 décembre, le 30 décembre, je les ai livrées, mais je n'ai pas encore établi la facture. Ça veut dire que cette facture, je ne peux pas l'établir au 31. Si je l'établis rapidement au 31, je vais la prendre comme une facture établie au 31 et je le comptabilise et concerne l'exercice. Par contre, si je n'ai pas pu l'établir, j'ai les bons de livraison qui sont établis dans la période. Ce sont des produits de l'exercice, mais la facture, je peux prendre la décision de l'établir en 2026. Mais le produit, il concerne 2025. Ça veut dire qu'il y a un compte comptable qui traite ce volet et ce n'est pas une anomalie. Par contre, en tant qu'auditeur, lorsque je suis dans cette partie, je dois me rassurer que réellement ce qu'ils ont comptabilisé comme étant des factures établies sont des livraisons réellement effectuées au cours de l'exercice que je suis en train d'auditer. Si ce n'est pas le cas, je dois faire attention. Et ça, je peux les contrôler aussi à partir du cut-off. La session cut-off, ça veut dire que je vais prendre les BL, les derniers BL de l'année que je suis en train d'auditer avec les premiers BL de l'année qui va suivre et je compare les deux. Est-ce que les premiers BL du mois de janvier sont des BL de 2026 ou bien des BL de 2025 qui sont reportés en 2026? Et c'est là où il faut faire attention parce que, comme je disais, il y a des sociétés qui peuvent
s'ils ont des objectifs résultats ou pas résultats, ils vont manipuler les ventes. S'ils manipulent les ventes, en tant qu'auditeur, il faut relever les faits. Maintenant, dans la logique comptable, la logique comptable peut être différente de la logique fiscale parce que les fiscales, ils ont des procédures aussi qu'ils appliquent. Vous voyez? Est-ce que c'est bien compris? Oui, c'est bien là, c'est compris. Oui. OK. Ensuite, oui, est-ce que vous avez des questions? Il y a d'autres questions ou bien on poursuit? Pour moi, c'est bon. Donc, on peut poursuivre. C'est bon? Oui, oui. Oui. C'est bon, monsieur Baïla. OK. Et si on vient de voir comment on traite les numéros de facture, comment on rapproche les chiffres d'affaires, comment, par exemple, si j'ai un écart de chiffre d'affaires, je peux passer par les numéros de facture pour l'identifier. Et maintenant, on peut s'amuser à calculer la marge. Parce qu'au niveau fiscal et comptable, la marge aussi, c'est important parce que ça peut nécessiter ou bien alerter les responsables des impôts comme quoi il y a un problème au niveau de la société. Ce qui veut dire qu'ici, si je vais calculer la marge, je vais prendre par exemple le chiffre d'affaires, j'enlève. Ça dépend aussi de la société dans laquelle on est. Si c'est une société dans laquelle on fait la vente de marchandises, je n'ai qu'à prendre les ventes de marchandises et je fais moins les achats de marchandises, je vais trouver la marge brute. En ce moment, je vais calculer le taux de marge. Le taux de marge, c'est à diviser. On prend la marge divisée par le chiffre d'affaires, on trouve le taux de marge. Et je vais comparer ce taux de marge-là avec le taux de l'année passée. Et même en comparant avec le taux de l'année passée, je peux comparer avec le taux de secteur d'activité. Est-ce que vous voyez? Et si par exemple, on est dans la logique de vente de marchandises, si par exemple je rentre là, je vais trouver tout ce qui est vente de marchandises, je vais récupérer cette partie et je vais diviser ou bien je vais enlever les achats dedans. Comme ça va me donner la marge. Mais si on est dans une société qui n'est pas de vente de marchandises, ça veut dire que si on calcule la marge de cette façon, ça ne va pas marcher. C'est pour vous expliquer comment on peut générer cette marge. Ou bien, on calcule la marge à partir de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Ça va me donner la marge de chaque exercice. Et si je divise cela par le chiffre d'affaires, ça va me donner le taux de marge que je vais comparer avec le taux de marge du secteur d'activité. Et si le taux de marge ne vaut pas, je vais me poser des questions pourquoi il y a eu cette baisse ou bien pourquoi cette évolution. Ça peut nécessiter des questions, mais ça ne veut pas dire que forcément ces questions vont être à l'origine des anomalies. Ça peut être une situation qui est expliquée, mais c'est au client de nous l'expliquer. Ça marche? Oui. Concernant la marge, Baïla. Alors, certains, alors il a dit qu'on a calculé la marge. Alors, certains, il a calculé la marge à partir de le chiffre d'affaires moins achat revendu Oui. divisé sur achat revendu. Et certains des experts, alors il m'a dit que pour calculer la marge, alors on a prendre la formule de vente de marchandises moins achat revendu divisé Ouais. sur vente de marchandises. Oui, ça c'est Est-ce que vous avez... la marge brute sur achat de vente de marchandises. Non. Concernant la formule pour calculer la marge, alors Oui. certaines personnes, il m'a dit que pour déterminer la marge, Oui. on a fait vente de marchandises moins achat revendu divisé sur achat revendu. Sur achat revendu. Oui, sur achat revendu. Sur vente. Et Sur les ventes, si on veut le taux de marge. Et certaines, alors, il m'a dit que alors on a appliqué vente de marchandises moins achat revendu divisé sur le vente. Oui, divisé par les ventes, oui. Ça, c'est Mais pour il y a trouver des, le taux de marge. mais il y a des personnes qui m'ont dit alors on a divisé sur achat revendu. Non, 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 on ne peut pas diviser par achat. C'est sur les ventes, forcément. Il y a des experts qui m'ont dit, parce que c'est ça, vraiment, là, j'ai compris. Il y a des personnes qui disent ça et des autres qui ont dit le contraire. Non, 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 c'est toujours sur les ventes. Si je veux Sur le les taux de marge, je vais toujours diviser par les ventes.
Parce qu'on a extrait les achats des ventes pour trouver la marge. Maintenant, si je veux le taux, je dois prendre la marge divisée par le chiffre d'affaires. Ce n'est pas divisé par les achats revendus. C'est pas pour sur les achats revendus. Alors, si déjà maintenant cette partie est bien comprise, on va aller sur la partie des les tests de réalité des ventes. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est nous sommes dans les tests de chiffre d'affaires. Et comme j'ai dit, chaque section, il y a un programme de travail qui est déroulé. Le programme de travail, si tu le comprends, tu vas trouver que ça ne va pas trop te fatiguer. Il faut juste avoir ça en tête. Si je suis dans telle section, quels sont les textes qui sont nécessaires? Si je suis dans telle section, quels sont les textes qui sont nécessaires? Et il y a aussi des sociétés où, lorsque je comprends l'activité, ou bien je suis l'auditeur pendant plusieurs années, il y a beaucoup de tests que je peux décider de ne pas faire parce que je connais de quoi il s'agit. Mais ça, il faut être une personne qui a de l'expérience dans l'audit pour réfléchir de cette façon parce que il y a de ces choses où tu vas te dire, oui, je comprends et tout, mais les années ne sont pas les mêmes. C'est bon. Oui. Alors, je vais chercher là où on fait les tests de réalité. Je vais vous montrer quelques éléments sur lesquels on travaille. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Ce que vous voyez ici, c'est les factures de vente qu'on a sélectionnées. Ces factures de vente, moi, j'ai une manière de sélectionner en procédant par comment. Je fais déjà la sélection par mois. Et il faut savoir que aussi sur cette sélection, il y a des cabinets qui ont des procédures particulières où on vous dit voilà comment il faut sélectionner et tout, mais généralement, vous savez, il y a ce qui existe dans les documents, il y a ce qui existe dans la pratique. Dans la pratique, moi, mon objectif en tant qu'auditeur, je cherche à couvrir le maximum les risques. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire la sélection des factures par mois. Ça veut dire que je prends le mois, par exemple, de janvier, je sélectionne les 4 ou les 5 factures les plus significatives. Je prends le mois de février, je sélectionne les factures les plus significatives. Je prends le mois de mars, je sélectionne les plus significatives. Ça, c'est ma méthode à moi, mais il peut y avoir des méthodes variées. Comme vous savez que les cabinets n'utilisent pas les mêmes méthodologies. Ça marche. Oui. Et globalement, cette méthode que je l'utilise, j'arrive à couvrir le maximum des factures que je vais texter. Parce que si je prends chaque mois, au moins s'il y a une erreur, je peux le trouver dans un des mois concernés. Mais généralement, tu vas trouver des gens, on va dire, voilà, il faut sélectionner les scopes, par exemple, à 50%. Il peut même prendre les factures dans un seul mois, il constitue les 50%, il dit, voilà, la sélection est terminée. Pourtant, cette manière de faire, si tu sélectionnes un seul mois, tu vas trouver 50%, mais tu n'as pas couvert globalement les risques. Oui. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je fais par mois. Lorsque je sélectionne chaque mois le 2 ou 3 factures, à la fin des 12 mois, je peux au moins constituer mes 50%. Mais c'est un scope trop robuste parce que j'ai couvert toute l'année avec ma sélection. Ça, c'est beaucoup plus étendu sur la Ça, c'est durée. beaucoup plus étendu que si je prends un seul mois, je constitue 50% et je dis ma sélection est terminée. Oui. Vous voyez? Et là, comme vous remarquez, vous allez trouver dans le total des ventes qu'on a sélectionnées, il y a jusqu'à 97%. Et 97%, c'est trop. Mais si j'ai un peu de temps, je peux le faire ainsi. Sinon, je sélectionne à peu près 25-30%. Si ça couvre l'ensemble de l'année, c'est suffisant. Vous voyez? Ensuite, les tests qu'on est en train de dérouler, si vous allez constater, j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 9. Vous voyez mon écran? Oui, Est-ce que vous suivez? Oui. Oui. Les 1, 2, 3, je vais vous expliquer la signification, c'est quoi? Les 1, 2, 3 jusqu'à 9, ça s'appelle les assertions de validation des charges ou bien des ventes. Ces assertions, je les ai notées en bas. Vous suivez avec moi?
Oui, oui. Mhm. Ces assertions, vous allez les voir ici. Les 1, c'est vérification conforme du montant comptabilisé. Ça veut dire que je prends la facture que le client va me communiquer. Je regarde. Je regarde par exemple. Conforme Et avec. si c'est en milliers, c'est en commas, ça veut dire que c'est un montant de 7 millions. Je vais regarder les 7 millions. Est-ce que qui est dans la comptabilité, est-ce que ça correspond au montant de la facture que le client m'a communiqué? Si c'est OK, je vais valider OK au niveau de 1. Ensuite, sur la même opération, je vais aller au niveau du point 2. Le D, est-ce que je vais voir, est-ce que c'est bonne imputation comptable? Si c'est une vente, est-ce que la vente a été comptabilisée dans le compte de vente? Si c'est comptabilisé Normalement, dans le compte de vente, je vais mettre au niveau du D aussi OK. normalement, le vente doit être comptabilisé en vente. Oui, justement, mais ce n'est pas toujours le cas. Si la comptabilité est mal tenue, tu peux trouver les ventes dans le compte client. Au lieu de comptabiliser le compte 712 au crédit, il va mettre compte client au crédit, 712 au débit. Normalement, au début. Mais qu'est-ce que je suis en train de contrôler? Moi, je suis en train de contrôler pour valider l'assertion. Est-ce que c'est la bonne imputation? Si c'est oui, je mets au niveau du D aussi, c'est oui. Si ce n'est pas la bonne imputation, je vais dire il y a une erreur de comptabilisation. Et si c'est la bonne imputation, je vais dire OK, le D aussi c'est bon, c'est la bonne imputation. Et je passe au 3. Le 3, on me dit, est-ce qu'il y a les mentions légales? Vous savez bien que dans chaque pays, les factures ont des normes. Au Maroc, si les factures ont des normes, on te dit il faut définir les mentions légales comme, telles que l'identifiant fiscal et l'ICE. L'ICE, c'est l'identifiant commun des entreprises. On va te dire, il faut mettre un certain nombre d'informations. Ça dépend du pays. Mais vous Je vais n'avez pas savoir, vérifié est-ce que aussi. cette facture, c'est une facture normalisée? Concernant le prix de vente, vous n'avez pas vérifié est-ce que vous avez gardé le même la marge ou bien pas nécessaire, en tout cas auditeur. Non, non, la marge, puisque moi, je suis en train de valider la facture. Non, je sais, oui, je parle concernant toutes les factures, est-ce que vous avez gardé la marge de vente ou bien non? Non, pour chaque facture, on ne peut pas identifier puisque ce n'est pas une production. Si c'était une production, on peut comparer la production sortie avec la production entrée. Mais ici, ce que je cherche à savoir, c'est quoi? Les factures qu'on a données au client, est-ce que c'est ce qu'on a comptabilisé? Est-ce que tu m'as compris? Par exemple, si je fais une vente de 100 000, ces 100 000, ce sont des ventes qui sont livrées au client. Je vais me rassurer et lorsque je vais livrer ces ventes, j'aurai la facture. Je vais transmettre une facture au client sur la base de quoi il va payer. Et cette facture, moi, je vais la comptabiliser. Donc, dans ma comptabilité, je vais me rassurer que la facture que j'ai comptabilisée, le montant est égal à ce que j'ai transmis au client et sur la base de quoi il m'a payé. Maintenant, si je vais calculer la marge suivante, ça se calcule d'une manière globale, ce n'est pas par facture. Et si ça va se calculer d'une manière globale, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite où on parlait de prendre les chiffres d'affaires moins les achats revendus divisé par les chiffres d'affaires pour trouver le taux de marge global. Mais pour chaque facture, non, on ne pourrait pas le faire ainsi. Si on veut peut-être comparer ou bien calculer le coût de revient, c'est dans la partie stock. Et là, vu que nous sommes dans les chiffres d'affaires, on ne peut pas parler de la marge par facture ici. Alors, si je valide, est-ce que tu as compris ou il y a d'autres choses que tu souhaites? Monsieur Rachid, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Oui. OK. Si je suis dans les deux, je vais voir par exemple, on a la bonne imputation, c'est OK. Les trois, on a mention légale. Si je vérifie si la facture est bien normalisée, si c'est OK, je valide. Ensuite, les quatre, on demande à ce que, on parle d'existant d'une demande d'achat. Vous savez, généralement, dans tout ce qui est
opération de contrôle interne et tout, il y a des procédures. Si par exemple, il y a une vente, les ventes, généralement, on reçoit une demande du client ou bien une commande du client sur laquelle on va analyser la commande. On va voir déjà est-ce que le scope du client est respecté. Est-ce que le client, c'est un client avec qui on traite régulièrement? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a un plafond qu'on doit l'attribuer? Ainsi de suite. Maintenant, ici, ça, c'est plus dans la partie achat. Par exemple, on dit, est-ce qu'il y a une demande d'achat? Si c'est chez nous, c'est nous qui devons faire un achat. Si on a un bon contrôle, un bon système de contrôle interne, on doit forcément passer par une demande d'achat sur laquelle on doit valider, ainsi de suite. Et vous allez constater que les quatre ici, on a dit que ce n'est pas respecté. Et les quatre, ce n'est pas trop important dans la partie vente parce que, bon, dès qu'on a livré les éléments au client qui nous paye, on ne peut pas se casser la tête pour voir s'il y a une demande d'achat ou pas. Mais si je suis dans la partie des achats, ça devient important parce que je vais me rassurer pour savoir est-ce que dans mon système de contrôle interne, on respecte une certaine procédure avant de faire un achat. Ensuite, la partie du 5, on demande l'existence d'un bon de commande. Est-ce que le client, lorsque le client a fait la commande auprès du commercial, est-ce que le commercial a pris le soin d'établir un bon de commande du client? Si c'est OK, au niveau du 5, je vais mettre aussi OK. Au niveau du 6, on me parle de l'existence d'un bon de livraison. Normalement, chaque produit que je vais livrer au client, je dois le faire accompagner d'un bon de livraison. Et si on a mis, il n'y en a pas. Et là, nous, on peut mettre il n'y en a pas, mais chez le client, ça existe parce que le client peut ne pas te le communiquer. Ou bien, il communique les factures, il y a des documents qui manquent, il faut encore réclamer et tout et tout. Mais si tu ne l'as pas obtenu, bon, en tant qu'auditeur, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu es content de formuler les remarques dans ton rapport. Ensuite, le 7, on parle de l'existence d'une facture. Bien évidemment, il doit y avoir une facture parce que c'est ce qu'on est en train de contrôler. Si tu n'as pas la facture déjà dès le premier, les 1 déjà, tu vas pas valider les 1, ni les 2, ni les 3, tu vas attendre jusqu'à obtenir la facture. Ça, c'est le 7. Le 8, on parle de rattachement à l'exercice. On parle de rattachement à l'exercice. Pourquoi? Parce que il faut respecter les cut-off. Il faut rattacher les produits et les charges à l'exercice qui les concerne. Dès qu'on fait la livraison, ça devient un produit de l'exercice. On s'assure, est-ce que la facture qu'on a, la livraison concerne l'année en question? Est-ce que la facture est datée de l'année en question? Par exemple, on ne peut pas, par exemple, être en 2024. Si on est en 2024, on est en train de valider des factures de 2024 et qu'on trouve une facture où la date est marquée 2025, ça veut dire que c'est une facture qui ne concerne pas l'exercice 2024. Et par conséquent, ça ne doit pas être comptabilisé dans l'exercice 2024. Oui. Donc, ici, au niveau du 8, on doit s'assurer est-ce que les factures sont bien rattachées à l'exercice. Si j'ai une facture de 2025, la comptabilisation est faite en 2025, pour moi, c'est une facture qui est rattachée à l'exercice. Par contre, si j'audite 2025 et que je trouve une facture qui est datée de 2026, ça veut dire qu'il ne concerne pas 2025. On ne doit pas la comptabiliser. Ensuite, la partie 9. Le 9, on parle de mise en concurrence. Mise en concurrence, ça aussi, ce n'est pas trop intéressant pour les ventes parce qu'on parle de mise en concurrence lorsque, par exemple, on est en cas d'achat. C'est là où ça devient intéressant parce qu'il faut sélectionner plusieurs fournisseurs à travers lesquels on va sélectionner les meilleurs. Mais ici, vu qu'on est dans les ventes, bon, on se dit que dès que le client nous contacte, c'est qu'il a confiance ou bien il a découvert quelque chose qui est intéressant à acheter. Nous, on se contente de le vendre. Par contre, les tests, comme je vous ai dit, les 1, 2, 3 jusqu'à 9, ce sont des opérations standards. On les utilise que ce soit dans les ventes ou les achats, quitte à ce qu'on ne valide pas une partie des assertions. Par exemple, si on est dans les ventes, la partie mise en concurrence, ça ne concerne pas trop les ventes. Mais on les conserve quand même dans le fichier. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Oui. C'est exactement
Comme ça, on valide les tests de réalité lorsque je suis Oui, oui, on voit en train de valider les factures. Ça marche. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, monsieur Baïla, ça marche. Alors, si je suis dans les ventes, toujours, je peux avoir au niveau des ventes des retours de marchandises. Soit des retours de marchandises, soit des avoirs qui ont été établis. Ces avoirs aussi, je dois faire la sélection des avoirs et je passe par la même procédure que ce que je suis en train de faire ici. Et ces avoirs, je dois me poser des questions. Pourquoi ces avoirs? Est-ce qu'il y a eu des anomalies dans la production? Est-ce que, par exemple, les factures ont été, et plutôt les marchandises ont été abîmées sur la route? Tous ces éléments, je dois poser des questions aux clients pour les savoir. C'est pour ça, généralement, les clients pensent que les auditeurs les embêtent. Chaque chose que tu trouves comme suspect, tu dois poser une question. C'est bon comme ça? Mhm. Comme je parle, M. Rachid parlait de la marge. Si tu regardes là, tu vas trouver qu'on a calculé la marge ici. Et si on a pris les chiffres d'affaires de 2023, il y a les chiffres d'affaires de 2022, et si on a les achats consommés de 2022, 2023, on a calculé le taux de marge. Et si tu remarques bien, tu vas trouver que le taux de marge entre les 2 années n'a pas évolué beaucoup. Donc, l'évolution reste stable, comme stable. L'évolution est plus ou moins Oui. stable, mais ça, c'est concernant la société. Mais si on veut pousser l'analyse plus loin, on peut comparer ce taux de marge avec les sociétés du même secteur. Donc, c'est toujours presque le même marge. C'est ça. Supposons qu'on a 26,99% ici. Si je compare avec une autre société concurrente et que je trouve la société concurrente à 35 ou 40%, je dois me poser des questions. Je vais me dire pourquoi ils ont réalisé 35% alors que toi tu as réalisé 26%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça aussi, ça peut avoir des explications parce que les sociétés n'ont pas les mêmes systèmes de fonctionnement. Une société peut fonctionner avec des clients qui sont de qualité, l'autre peut fonctionner avec des clients, des petits porteurs. Vous voyez, ça peut varier, mais les explications, c'est aux clients de nous les donner. Est-ce que c'est bon? Oui. Et globalement, est-ce que vous avez des questions sur la partie chiffre d'affaires? Et là aussi, il y a un certain nombre de tests. Comme vous voyez ici, on peut faire les 1, 2, 3 d'une autre façon. Ce n'est pas forcément qu'il faut respecter et être là, les 1, 2, 3. Et si déjà on avait expliqué directement de quoi il s'agit. Bon de commande, OK. Et vérifier avec facture, OK. C'est une autre manière de tester. Mais toujours est-il qu'il faut valider le rattachement des opérations à l'exercice et tout. Il faut savoir si c'est conforme. Et par la suite, ça passe facilement. Par exemple, les factures qu'on reçoit, on doit mettre les références. Par exemple, si je reçois des factures, je teste la première facture, j'ai mis, par exemple, ici, N51.1, c'est N51.1, je dois les retrouver dans mon dossier de travail comme facture reçue du client. La personne qui va faire la vérification après moi, il va juste récupérer le dossier et il sait où il va aller récupérer ces factures-là. Est-ce que ça marche? Mhm. Et là si je tente de voir l'exemple, c'est vrai que bon, je ne vais pas ouvrir, vu que ce sont des opérations réelles, mais toutes les factures qui ont été testées se trouvent ici. Vous voyez? Si je les ouvre, les noms des clients vont apparaître dans la vidéo. Je ne vais pas les ouvrir, mais les tests qui ont été réalisés, c'est ici. Vous voyez? C'est les factures comme ça. Ne te prends pas, Tala. Baïla. Hein? Ne prends pas, tu peux l'ouvrir. Si j'ouvre, on va dire, voilà, ils ont testé la facture de tel client, voici ce qu'il y a, voici la facture qu'on a. Vous l'avez vu? Mhm. Ce sont les factures qu'on teste. Et chaque facture que je le teste, je vais savoir est-ce qu'il est rattaché à l'exercice et tout. Et après, je passe à la facture suivante, ainsi de suite.
C'est bon pour le volet chiffre d'affaires. Oui. Comme je vous ai dit, ce sont les tests qu'on déroule essentiellement dans la partie chiffre d'affaires. Mais vous savez bien qu'en audit, il y a des particularités. Chaque dossier que vous prenez, il peut y avoir des tests additionnels. Ça ne veut pas dire que j'ai pris un test de chiffre d'affaires, je reste figé sur le même test et tout. C'est vrai, vous pouvez dire que ce sont les mêmes tests, mais chaque dossier, on peut avoir un ou deux tests de plus. Ou bien chaque dossier, on peut avoir un ou deux tests de moins. Ça dépend de la nature de l'activité. Tu peux partager avec nous si possible. Il a suffit pour faire une révision, si possible. Ça, Oui, sinon, justement, après la séance, je vais vous partager avec la vidéo aussi. ok, merci. Il apporte juste pour faire une heure. Tu peux supprimer les informations, les informations, ou bien Les? si ce sont les informations de cette société, ce sont réelles. Oui, justement, ce sont des informations réelles. C'est pour ça que je ne vais pas les partager comme ça. Tu peux les supprimer et nous communiquer juste pour. Si je les partage, vous allez les trouver dans votre fichier. Et après, je sais que M. Rachid va commencer à faire des recherches. Ouais, vu que je suis sur le terrain en même temps, tout ce que je travaille comme des fichiers, ce sont des fichiers de sociétés. Voilà, j'ai besoin justement pour vérifier même aussi de se former. Ok, ça marche. Je vais vous les envoyer une fois que on finit la séance. Mm. Je vais peut-être faire, si je vais regarder pour voir s'il y a un certain retraitement à faire pour effacer les noms qui sont dans le fichier, je vous les envoie. Merci. D'accord. Maintenant, puisque moi j'étais en train je tablais à ce qu'on fasse aussi les capitaux propres, mais le temps ne nous permet pas, je pense. Ou bien vous pouvez toujours tenir. Si vous êtes disposé, on peut passer sur la partie des capitaux propres aussi, comme ça pour dérouler ces tests aussi rapidement. On peut poursuivre. Dis-moi, là, pour une information, nous sommes une société spécialisée dans le domaine d'irrigation. Oui, Et on a une partie, on a acheté une partie de marchandises pour les travaux. oui, Et on a acheté une partie de marchandises pour vente en état. oui. Mais on a eu un problème au niveau de la gestion. On a acheté, une fois on a acheté la marchandise, alors on ne connaît pas la marchandise destinée au projet et la marchandise destinée en état. Oui. Récemment, je réfléchis bien, alors je voudrais faire saisir tous les achats de marchandises, même les travaux, même la partie même la marchandise livrée au terrain, un projet, alors je préfère de saisir dans le vente de marchandises. C'est parce que vous avez compris ou bien non? Non, est-ce que vous n'avez pas un système de comptabilité analytique? Non, non. Malgré, nous n'avons pas un système de l'analytique parce que parfois on a acheté pour revendre, puis les personnes, alors il prendre ce marchandise, il livre directement au projet. Là, il faut forcément les dispatcher si vous voulez bien suivre les traces. Parce que généralement, au niveau de la DGI, il peut vous poser des questions aussi. Le fait, par exemple, d'avoir un compte d'achat de marchandises, il faut qu'on ait un compte de vente de marchandises. Si on a un compte d'achat de produits finis, il faut qu'on ait un compte de vente de produits finis. Parce que Mais chaque si on a un compte exercice, de vente de marchandises, ou soit on a un compte d'achat de marchandises et qu'on n'a pas de vente de marchandises, ils vont se poser des questions. Mais où sont passées les ventes? c'est ça parce que là, nous ne sommes pas dispatchés là, entre les ventes. Pour une lecture En fait, comptable, pour une bonne lecture comptable, c'est mieux de les séparer. Vous pouvez juste faire un fichier de suivi Excel, ou soit, non, comme vous n'avez pas de comptabilité analytique, vous pouvez faire un fichier de suivi externe qui permet de tracer, faire la traçabilité de non, ces opérations. nous avons pas comme vous avez dit, nous n'avons pas un système d'analytique qui nous permet de savoir la marchandise destinée au projet et la marchandise destinée à la vente. Ouais.
Moi, alors, après la réflexion, j'ai préféré de saisir toutes les ventes, soit vente en état, soit au projet dans la vente de marchandises. Même au cours de l'entrée, je dois saisir tous les achats dans Mais l'achat de marchandises. vous n'allez pas savoir est-ce que le projet est rentable ou pas, parce que vous ne pouvez pas savoir quelles sont les ventes qui sont réalisées pour le compte du projet. Quoi? Parce il faut savoir, lorsque vous êtes dans un projet, la comptabilité, ça va se tenir par le projet. Ça veut dire que le projet, moi, je fais des achats, je fais le projet, après je vends. Pour savoir est-ce que le projet que je suis en train de réaliser est rentable, je dois savoir quelles sont les ventes qui sont destinées au projet, quels sont les achats qui sont destinés au projet, et entre les deux, je peux dégager une marge. Mais si je saisis le tout dans un seul compte avec les autres opérations, je ne peux pas les dispatcher. Oui, mais vraiment, je ne sais pas comment on va faire cette année. Peut-être ça dépend. Et si peut-être après la formation, tu voudrais me contacter pour qu'on échange, peut-être on peut le faire, mais pour Ok, l'instant, je pense que la vidéo est enregistrée. On ne va pas mettre toutes les informations sur la toile. pas de souci. Ok, pas de souci. Ok, pas de souci. OK. Pas de souci, oui, là. Alors, est-ce que vous comptez qu'on poursuive, vous souhaitez qu'on poursuive, bien on laisse pour la séance prochaine? On va dire à la prochaine fois. À la séance prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, pas de problème. Laisse, peut-être la semaine prochaine, on va basculer on va voir à partir des capitaux propres, la trésorerie, et si possible, c'est parce qu'on ne s'est pas connecté très tôt aujourd'hui. Normalement, si on avait commencé à 13h, on allait bien avancer. Mais finalement, on s'est connecté à 13h30 et tout. Et si on est tous d'accord que 13h, c'est bon, il faut qu'on s'organise pour... on se connecte tôt, comme ça, on avance avec les sections qui suivent. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi, c'est bon. OK, je vais arrêter l'écran alors. Il n'y a pas de souci. OK, je vous dis merci. Merci beaucoup pour la présence. Et on garde les cas pour la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup. OK, merci également. Bonne journée. Merci.